veut se lancer véritablement dans la politique parce que jusqu'alors, personne ne le connaissait véritablement. Eh bien, Didier Amela, professeur des universités du Togo, d'Afrique et d'Europe, dit ceci. Ce parti, parlant bien sûr du Front National, ressuscité dont vous me conseillez l'intérim aujourd'hui sera différent du Front National que nous avions connu. Nous lui insufflerons une nouvelle dynamique et nous l'orienterons plutôt dans la voie de la démocratie pour une vraie cohésion sociale dans le respect des libertés afin de mieux préparer notre prochain congrès. Il continue et dit, le Front National n'entend pas être un petit ou un sous-parti, mais compte conquérir activement sa place sur l'échiquier national et entend se positionner comme une force politique d'avenir pour notre pays. Firmin Teko Agbo, on l'a écouté, Didier Amela annonce donc un front républicain qui va rassembler un certain nombre de partis politiques. Pensez-vous que ce front républicain, rassemblant des partis politiques, de l'opposition, pourrait apporter un certain nombre d'éléments aux solutions ou à la résolution de la crise sociopolitique? Oui, avec votre permission, je peux lire un extrait de ce qu'il a dit pour continuer dans votre dynamique. Ce front républicain, c'est Didier Amela qui parle, ce front républicain rassemblera les partis et les instances soucieuses de sacrifier leurs ambitions au profit de l'intérêt de notre pays. Il s'agit de restaurer la République en disposant de nouvelles réformes, de nouvelles institutions à travers des négociations franches et sincères et l'organisation des élections libres et transparentes. On comprend aisément que Didier Amela voudrait donc rassembler autour de lui un certain nombre de partis politiques pour négocier l'alternance politique. L'alternance politique au Togo. Est-il possible de négocier l'alternance politique? Il est très possible de négocier l'alternance politique. Surtout dans les conditions actuelles du Togo. Il est très possible. Mais je pense que l'opposition encore, ou la C14 a perdu un certain nombre de choses. Mais si on peut relancer les choses, c'est toujours possible de négocier l'alternance politique dans ce pays. C'est très possible. Vous imaginez, l'autre fois, j'étais en train de fouiller un peu mes choses, mes anciennes chroniques. Je suis allé sur mon blog, filmetekoagbovablog.com, et j'ai retrouvé une chronique que j'avais écrite avant le 19 août, où je parlais de Tibi, dedans comment les autres opposants le détruisaient dans les coulisses, en quelque sorte avec des propos très acerbes. Qui se méfiaient de lui. Qui se méfiaient de lui. Et là, à l'époque, j'avais proposé, tu sais que si tous les partis politiques du Togo se mettaient ensemble, on aurait trouvé une solution à cette crise-là depuis. Si tous les partis du Togo, les partis politiques, c'est-à-dire ceux qu'on considère aujourd'hui comme des radicaux et les modérés se mettaient ensemble. C'est-à-dire on ne peut pas résoudre cette crise-là si on ne se met pas ensemble. La C14 a cru à un moment donné, fondamental, monumental, et aujourd'hui, ils sont déboussolés, ils ne savent plus ce qu'ils peuvent faire. Ils vont faire quoi? Si on veut aujourd'hui, si le pouvoir en place veut aujourd'hui, le pouvoir va organiser les élections, il n'y aura rien, où les gens vont vouloir contester le pouvoir, dire ah, je mets en branle une démarche républicaine, celui-là qui va se soulever contre cette démarche-là sera poursuivi. Personne ne fera quoi que ce soit. Vous allez peut-être vite en besogne. Non, je ne vais pas vite en besogne. Qu'est-ce que je voudrais essayer de démontrer? C'est pour dire que la C14 s'est fragilisée elle-même. Elle s'est laissée au pouvoir et le pouvoir l'a fragilisée sérieusement. Elle a cru à un moment donné qu'elle pouvait réussir seule. Alors qu'à l'époque, où des gens leur proposaient inviter d'autres partis politiques, il y avait l'UFC, il y avait les OBU, il y avait les partis de Conduite de France. S'ils avaient contacté tous ces partis, ils étaient formés un front où il y avait tous ces partis, je pense que le pouvoir aurait tremblé et on aurait déjà évolué considérablement. Ce que Didier Amela est en train de proposer, je pense que c'est une très bonne démarche et pas de front républicain où on aura tout le monde. Ce que moi je pourrais dire ici, c'est que tous ceux-là qui sont aujourd'hui, si Didier Amela leur fait appel, qu'ils répondent par exemple les centristes de Djerry Tama, avec le parti de Kagbara, ils trouvent ça, mais si le Didier Amela les contacte, alors qu'ils répondent présent. Parce qu'on parle de l'intérêt général. Il faut faire abstraction de l'intérêt personnel pour savoir ce qu'on veut exactement. Didier Amela pourrait faire également appel à un certain Agbome Kodjo. Il pourrait faire également appel à un certain Agbome Kodjo, Abbas Kabwa, Jikris Olympio. Tous ceux-là qui sont et même au niveau de la société civile. Même au niveau de... Non, ne confondons pas les choses. Ne confondons pas les choses. On veut résoudre les problèmes politiques avec les politiques d'abord.
Sinon, la société civile est en train d'être clivée. Et c'est ce qui embête la situation politique togolaise. Laissez la société civile dans son coin. Parce que les gens confondent des choses. Soit on est politicien, soit on est activiste de la société civile. Donc, il faut qu'il fasse appel à ceux-là. Même si ceux-là qu'on n'a pas appelés, qu'il fasse un effort pour contacter Didier Amela. Parce qu'on veut que cette crise-là soit définitivement close. Mais qu'on avance. c'est quoi l'autre question que je voudrais vous poser? Est-ce que Didier Amela, vous le voyez aussi influent pour pouvoir rassembler autour de lui toutes ces personnalités politiques que vous citez? Vous savez, ce qui embête le Togo, c'est l'orgueil et le moi. Le moi. Le moi. Le moi et Aïssa. Le moi et Aïssa, disait Blaise Blaise Pascal. Le moi et Aïssa. Les gens se disent, moi j'ai fait ceci, j'ai été ministre. Didier Amela, personne ne le connaît. Il est qui en réalité? Macron était qui? Macron n'était personne. Macron n'était personne. Il a été secrétaire général adjoint de Hollande en 2012 et après, en 2014, on le nomme ministre et les journalistes le présentaient comme, on dit, banquier, jeune, beau, intelligent. C'est comme ça qu'on le présentait. Il n'était personne en réalité. Donc ça Didier Amela aujourd'hui n'est personne. Mais s'il dit, il trouve que ça, c'est avec ça on peut sauver le Togo. Et si vous êtes soucieux de l'intérêt de ce pays, alors joignez-vous à lui. Et il n'est pas question de dire, moi j'ai été peut-être ancien ministre, j'ai été ancien député ou j'ai été député. Qui est-il Didier Amela? Oublions tout cela. Il faut former une force, il faut former un front. Un front qui pourrait, dans les idées, affronter le pouvoir et être réaliste. Donc si ceux-là qui sont soucieux de l'ambition ou ceux-là qui sont soucieux de l'intérêt général trouvent cela, trouvent Didier Amela qui peut faire l'affaire, alors qu'ils se joignent à lui. Beaucoup dites-vous donc des critiques qui estiment que Didier Amela est à la sorte, ou en appelant donc à ce regroupement républicain, est à la sorte du pouvoir, surtout dans la démarche électorale du pouvoir. Non, vous savez, quand vous cherchez à être légaliste, on vous traite de vendu. C'est la même chose, vous savez, vous et moi, on nous a critiqué, on nous a dit qu'ils n'ont pas dans ce pays dit que vous et moi, on prend l'argent sur le pouvoir, qu'il faut y avoir une de 50 millions. C'est incroyable. Vous avez 50 millions. Ça fait sourire. Ça fait sourire. Donc on continue. Vous savez, quand vous voulez être légaliste, vous voulez parler du droit dans ce pays, vous voulez dire, nous, on dit non à l'anarchie. Il faut aller de l'avant avec les règles qui régissent le pays. Il faut être républicain, on dit que vous êtes vendu. Donc Didier Amela, moi je ne voudrais pas savoir s'il est proche du pouvoir ou de l'opposition. Moi je dis ce qu'il propose est intéressant à plusieurs titres. Il faut le soutenir dans cette démarche-là. Quand vous êtes un front et vous êtes sérieux, au dialogue, vous êtes sérieux, vous n'êtes pas tellement figé sur votre position, vous êtes soucieux de l'ambition, vous êtes soucieux de l'intérêt général de ce pays, je pense que les choses vont aller plus vite. Parce que les choses ne vont pas comme on le souhaite, parce que les gens s'accrochent à leurs intérêts. Les gens veulent être vite président. Les gens veulent être vite président. Les gens se disent on peut être président parce qu'on est peut-être au soir de sa vie. On se dit oh il faut aller vite. On est pressé. Les gens ont dit dans ce pays c'est trop tard. Qu'est-ce qui est trop tard? Le pays est toujours là. Donc si Didier Amela fait appel aux gens, non, qu'ils répondent. Parce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Que Didier Amela ait consulté Edem Kodjo, Agbome Kodjo, les anciens premiers ministres, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition, et qu'ils aient autour de lui des gens sérieux qui veulent que ce pays-là évolue. Pas des gens qui disent, moi je veux être maire, moi je veux être député. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver ce pays-là? Il faut se dire, le pays-là peut évoluer. Eh bien, Firmin Teko Agbo, parlant toujours des regroupements politiques au Togo, la C14 a annulé donc les manifestations programmées pour cette semaine, programmées bien sûr sur les 9, 12 et 13 mai. Et ces manifestations n'auront pas lieu. La C14 a sursis donc à ces manifestations en estimant. Je lis un peu ce que la C14 a dit. La coalition des 14 partis politiques d'opposition informe la population qu'elle a déposé à titre conservatoire une lettre d'information auprès du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales en vue d'appeler à manifester les 9, 12 et 13 mai 2018. Toutefois, la coalition a décidé de surseoir à l'appel des populations togolaises à manifester les 10 jours. En effet, compte tenu des dernières informations dont elle dispose, la coalition des 14 partis politiques
République estime que le maintien de ces manifestations ne permettrait pas un déroulement empreint de sérénité, de sécurité pour les manifestants et d'atteinte des objectifs visés. La coalition remercie les populations togolaises pour leur vigilance et leur engagement. Elle appelle le peuple togolais sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger à demeurer mobilisé et en alerte afin de répondre au mot d'ordre des prochains jours. Timeteko Agbo, la C14, je le disais tantôt, compte tenu de certaines informations, a dû sursoir à ces manifestations, aux manifestations de cette semaine. Je dis bravo à la C14. Je dis bravo à la C14. On dirait que nous sommes un peu écoutés. Parce que nous avons toujours dit, si le gouvernement interdit les manifestations et que vous êtes responsable de parti politique, vous demandez à vos militants de sortir, c'est quand vous les livrez à la mort ou à la prison. Et cette fois-ci, la C14 a dit non, puisqu'on interdit, le gouvernement a interdit, le gouvernement n'a même pas interdit les manifestations, le gouvernement a juste dit, donc vous manifestez ici, et là, vous laissez les gens vaquer à leurs occupations de façon la plus libre. Et donc la C14 nous a écoutés, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est un début de sagesse, de grande sagesse. Donc on pense que c'est une capitulation face au fait qu'aujourd'hui la C14, on a l'impression que la C14 n'a plus les mains libres pour pouvoir manifester. Le gouvernement qui lui impose un certain nombre, qui lui impose des itinéraires, le gouvernement qui essaie de contrôler peut-être de trop, selon les dires de certains observateurs, la C14, surtout par rapport à ses activités. Non, ne voyons pas les choses comme ça. Ne voyons pas les choses comme ça. Ne disons pas que la C14 a échoué, la C14 a capitulé. Ne voyons pas les choses comme ça. Parce que ce qu'ils ont fait là, ils ont tenu compte de l'intérêt général. Ils ont tenu compte de la dignité de la personne humaine. Ils ont tenu compte de la vie humaine. Donc, ils ont montré leur attachement à la vie humaine, ce qu'ils ont fait. Parce que si les gens s'étaient entêtés à sortir ou se regrouper quelque part, où on lance des gaz lacrymogènes, en bastant certains, peut-être on aurait arrêté encore d'autres personnes. La C14 a dit non à ça. Je pense que c'est quelque chose de grand qu'ils ont fait. Donc, on peut les féliciter, on peut les applaudir dès demain. Mais disons, ne voyons pas les choses sous l'angle de la capitulation, ce n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, ils ont montré, cette semaine, ils ont montré qu'ils ont un attachement à la vie des citoyens togolais. Donc, ce qu'on peut dire à ce niveau-là, c'est que la C14, qu'elle comprenne en réalité que la manifestation ne peut donner grande chose. Ça fait 8 mois que nous vivons cette situation. Si la manifestation pouvait donner quelque chose, on l'aurait depuis. Donc la C14 doit se dire, en réalité, la manifestation ne va plus rien donner. Parce que si on sort des gens vont les blesser, tout ça. Les milliers de personnes que nous avons pu sortir en septembre, en octobre, il n'est pas encore possible, ou ce n'est toujours pas possible qu'on puisse réussir à sortir ces milliers de personnes. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, la C14 peut se dire, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de demander encore au chef de l'État d'appeler le président ghanéen, le facilitateur, à rouvrir un autre round du dialogue, pour qu'on puisse aller dialoguer. Donc, ce que la C14 va demander, et quand ils iront au dialogue, qu'ils parlent premièrement de l'assainissement ou de l'amélioration du cadre électoral. Qu'on fasse le cadre électoral. Parce que si, écoutez, on fait les réformes électorales ou on ne fait pas, ou l'opposition bloque la réforme électorale, dans la démocratie, il n'y a pas alternance. L'alternance n'est pas un principe fondamental de la démocratie. La démocratie veut dire simplement le séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs, respect des règles, c'est tout. Donc il n'y a pas, on ne met pas alternance dans les fondamentaux de la démocratie. On ne met pas alternance dans les fondamentaux. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Nous n'embrouillons pas les esprits des gens. Nous avons l'exemple avec l'Allemagne. Nous avons l'exemple avec l'Allemagne. Regardez par exemple, avec le régime parlementaire, Angela Merkel fait déjà 4 mandats. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'alternance alors que l'Allemagne c'est un pays démocratique? Première puissance économique européenne. Une des grandes démocraties au monde. Mais dans ce pays, au niveau du régime parlementaire, il n'y a pas alternance. Qu'est-ce que nous allons dire? Donc ne confondons pas les choses. L'opposition, ce qu'elle a raté depuis les années 90, elle n'a pas su chercher à mettre en place ou demander à ce qu'on mette en place toutes les institutions de la démocratie. Élections locales,
et les institutions sérieuses qui vont diriger le pays. L'opposition a toujours mis un accent particulier sur le fauteuil présidentiel. Et nous sommes toujours à ce niveau-là aujourd'hui. Et c'est même Agbouibor qui a toujours été sage, qui a dit non, on ne peut pas résoudre cette crise avec les élections. Il faut tout d'abord déverrouiller les institutions de la République. Ça fait partie des règles démocratiques. Donc, au prochain round du dialogue, qu'on parle de l'amélioration du cadre électoral. Et maintenant, qu'on aille aux élections et après, qu'on s'asseye encore autour d'une table avec les nouveaux venus. C'est-à-dire le Front républicain dirigé par, ou peut-être qui sera oui ou non, dirigé par le professeur Mela, que ce Front républicain ou dans lequel on te verra une dizaine ou plus de partis politiques, qu'on discute de l'alternance politique négociée. Qu'on discute de l'alternance négociée. Parce que le pouvoir, en réalité, jusqu'à présent, le pouvoir n'a pas dit qu'il ne veut pas discuter ou qu'il ne veut pas négocier l'avenir politique. Jusqu'à présent. Le pouvoir a montré sa bonne foi en signant l'accord UFC-RPT en 2006, en 2010. Mais le problème, le 26 mai 2010, mais le problème, c'est que l'UFC a manqué de la capacité d'absorption. C'est-à-dire, l'UFC n'avait pas assez de cadres. Parce qu'on leur demandait, donnez-nous 2 cadres ici, donnez-nous 2 cadres. L'UFC n'avait plus de cadres. Et l'UFC avait perdu son influence politique également. Et l'UFC avait perdu son influence politique également. Et elle a été fragilisée. Donc le problème, il faut l'analyser sur 2 fronts. Ce n'est pas seulement le pouvoir qui a contribué à l'échec de cet accord. L'UFC aussi a contribué. Parce que l'UFC manquait d'éléments et n'avait pas d'influence. Nous sommes en politique. Quand vous êtes faible, on marche sur vous. C'est une question de jeu d'influence. C'est une question de jeu d'influence, de rapport de force. Donc, après les élections, qu'on aille encore s'asseoir autour d'une table, mais là qu'on voit, qu'on étudie le Togo dans tous ses compartiments et qu'on cherche à imposer la démocratie dans tous les compartiments du pays, qu'on mette un accent sur les élections locales et qu'on prépare l'alternance sur 10 ans ou sur 15 ans, qu'on nous dise que le régime peut comprendre aujourd'hui que les Togolais, il y a des Togolais qui ne veulent plus de la famille Nyasingbe. Il y a des Togolais qui ne veulent plus de ce régime. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger la vie de tous les Togolais, la vie des Togolais du régime, la vie des Togolais de l'opposition, la vie des Togolais des journalistes, la vie des Togolais de la société civile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir pour dire on prépare l'alternance sur 10 ans, sur 15 ans, et pendant ces 15 ans, on va mettre le Togo véritablement sur les rails de la démocratie, et après il y aura une alternance paisible, politiquement paisible, et il n'y aura aucun mort, aucun blessé, et le pays va évoluer. Sinon, si on veut continuer toujours à être braqué, je pense qu'il n'y aura rien. Fimeteko Agbo, la triste réalité aujourd'hui, c'est qu'on assiste à un immobilisme même de la situation sociopolitique du Togo. Le dialogue qui ne marche pas comme il faut, les activités politiques des partis de l'opposition également. Fimeteko Agbo, qu'est-ce qui aujourd'hui a provoqué cet enlisement de la situation, cet immobilisme de la situation politique? Non, c'est le radicalisme de la C14. C'est le radicalisme de la C14 qui a conduit à cette situation. Vous pensez que la C14 ne donne pas assez pour une certaine... Non, elle n'a pas donné assez. L'autre judiciaire elle n'a pas donné assez. On aurait évolué depuis septembre. Mais la C14 n'a pas tenu compte de l'intérêt général. Elle n'a pas maîtrisé le pouvoir qu'elle avait en face. La C14 croyait qu'en marchant, le pouvoir allait tomber. Les gens disent, quand vous suivez Philbert Atisso a dit en réalité que le dialogue n'était pas une priorité, non, n'était pas une option. Donc pour eux, ils allaient marcher, le pouvoir allait tomber. C'est mal connaître ce régime. C'est mal connaître ce régime qu'il y a des marques a mis en place. Moi, je le répéterai toujours. La C14 a cru à un moment donné que le pouvoir, en marchant, le pouvoir allait tomber. Que la communauté internationale allait lâcher le pouvoir. C'est mal connaître ce régime. Beaucoup l'avaient cru. Beaucoup l'avaient cru. C'est mal connaître ce régime. Le régime a dit, ok, marchez. Si vous voulez marcher, marchez. Mais le régime sait comment les avoir. Le régime a interdit les manifestations. On nous dit non, ce n'est pas bien, ça viole les règles constitutionnelles. Le régime a dit d'accord, ok. Le régime s'est retracté. Et après, le régime dit, les chefs d'État sont venus ici. Le régime, on essaie de séquestrer un peu les opposants. La communauté internationale n'a rien dit. Oui, mais c'est quand même étonnant que ces leaders de la C14
été séquestrés, comme vous le dites, et pourtant on n'a pas eu de réaction, même du groupe G5. Et vous attendez à quelle réaction? Quand vous-même vous fragilisez, vous vous embourbez, vous voulez qu'on vous fasse quoi? La communauté internationale ne prend plus la C14 au sérieux. Ah bon? Bien sûr. Vous imaginez, écoutez, c'est simple ce que je vais dire. Et pourtant, la C14 raconte très souvent... Écoutez. des organisations Regardez ceux-là qui composent la C14. Ils ont quelle influence? Je vous l'ai dit, ils ont quelle influence? Ils sont qui? Ceux-là qui composent la C14. Ils ne sont personne. Personne ne les connaît. Ils ne sont personne. Regardez dans un pays où on dit la CEDEAO vient, un 14 avril, samedi, la CEDEAO vient tenir un de ces sommets les plus extraordinaires au Togo. Et ce même jour, il y a des leaders de l'opposition qui sont les plus populaires du moment, qui sont en train de tenir une réunion. Et on envoie la force, les forces de l'ordre, aller les séquestrer. Et toute la journée, et même dans le communiqué, ayant sanctionné les travaux du sommet, on ne précise nullement qu'on a séquestré ici ou on condamne quoi que ce soit. Mais ça veut dire qu'on ne vous considère pas. Ça veut dire que la CEDEAO a lâché la C14. La C14, à les entendre bien sûr, les leaders de cette coalition comptent beaucoup plus sur la CEDEAO. Non, écoutez, ils se trouvent contents sur Boari, c'est tout. Et ils se disent, Boari va venir et puis il va dire à Fonia Singbe de quitter. Comme si Boari était quelque chose en réalité. Boari est le chef d'État d'une puissance. Écoutez, oubliez ça. Obasanjo était plus puissant que Boari. Boari, c'est parce qu'il y a un souci entre Boari et le régime. Je ne vais pas dire ça ici. Mais allez fouiller. Boari va faire quoi? Boari a-t-il des dents contre ce régime? Oui, c'est tout. Mais les gens croient que Boari va venir. Il va envoyer son armée ici au Togo pour venir tuer les gens dans ce pays. Et puis les Togolais s'en réjouissent. Hein? Et la C14 se dit peut-être Boari va venir et va dégager Fonia Singbe. Mais il ne faut pas se tromper. Donc ici, on tient une réunion extraordinaire ici. Et les chefs d'État viennent, les chefs d'État de la région viennent et ne disent rien. Du jour au lendemain, on ne voit aucune ambassade se prononcer sur le sujet. Les chancelleries, le G5 ne s'est nullement prononcé sur le sujet. Un autre jour, on séquestre encore ces opposants, personne ne dit rien. Mais ça veut dire, regardez, c'est le mot ça, séquestrer. Mais ça veut dire c'est grave. Mais la communauté internationale ne bronche nullement. Mais ça veut dire on ne vous considère plus. La C14 s'est fragilisée elle-même. Elle s'est fragilisée elle-même. Elle s'est embourbée toute seule. Donc, mais ce n'est pas encore tard. Puisqu'elle a toujours sa place au dialogue, au prochain round du dialogue, qu'elle a eu au dialogue, est-ce qu'elle soit réaliste? Et qu'elle soit réaliste. Ne pensez jamais que la communauté internationale va soutenir une situation de non-droit, ou va soutenir l'anarchie, ou la communauté internationale va faire abstraction du droit. Parce que quand il y a coup d'État dans un pays, la communauté internationale demande à ce qui est quoi? Rétablissement de l'ordre institutionnel. Vous parlez de droit. Aujourd'hui, le débat semble être partagé entre la morale et le droit. La morale, le bon sens qui demande à Fonia Singbe de ne pas être candidat, de quitter très librement le pouvoir, de dire voilà, je vous laisse le pouvoir, chers opposants. C'est intéressant. J'ai lu certaines choses sur WhatsApp. Vous savez, les juristes, j'ai fait un peu le droit. Vous avez fait le droit, nous avons fait le droit. Les juristes, vous savez, quand vous allez en droit, on fait croire qu'après le droit, vous avez la vie, vous avez le monde entre vos mains. C'est ça. On dit après le droit, vous aurez affaire, vous serez ceci. Vous savez, alors que quand vous voyez le droit au Togo, dans les filières qui ont peu de débouchés, dans ces filières, vous trouvez le droit. Parce que la plupart de ceux avec qui j'ai fait, ils souffrent. Vous allez voir, quelle entreprise va vous rejoindre pour vous veniez faire quoi, conseiller juridique, tout ça. Il y en a. Soit vous allez au tribunal, vous êtes juge ou magistrat, ou vous allez enseigner peut-être dans un petit lycée ou dans une petite école primaire. La plupart de ceux-là qui ont fait le droit, les juristes, ils rêvent au fait. Quand vous allez en droit, vous faites le droit, on vous fait croire que vous pouvez tout faire pour transformer le monde. C'est de l'irréalisme légendaire qu'on vous inculque. La morale, c'est quoi? On dit la morale consiste à se conduire raisonnablement, à éviter toutes les mesures et à accueillir avec sérénité les problèmes de la vie. Mais la morale... Les problèmes de la vie, ça dit les réalités. Les réalités. Donc, la morale, le droit en réalité, le droit a un caractère coercitif. Ça veut dire le droit punit.
Mais la morale, ce qui punit en matière, au niveau de la morale, c'est la conscience. C'est votre conscience qui vous gêne. C'est là où le droit et la morale se rejoignent un peu. Aujourd'hui, d'aucuns se posent la question de savoir si le régime de Faure Gnassingbé n'a pas cette conscience qui devrait peut-être le guider à dire voilà, j'ai fait 1, 2, 3 mandats et que je laisse le pouvoir. Vous savez, Faure Gnassingbé n'est pas le seul qui dirige le Togo. Ouais. Il est le président du Togo, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Quand vous lisez les leçons du pouvoir de François Hollande, vous allez le comprendre. Vous n'avez pas tous les pouvoirs en réalité. Faure Gnassingbé est le président du Togo, c'est l'homme le plus puissant du Togo, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Il a un système qui l'incarne, il a la communauté internationale aussi derrière lui. Il y a tout ça. Donc Faure Gnassingbé ne peut pas se lever lui aujourd'hui et dire je ne vais plus me représenter en 2020, ce n'est pas possible. Donc, même s'il a envie. Sur le plan de la morale, on ne peut pas demander à Faure Gnassingbé. Quelle morale? Moi, je n'aime pas qu'on me parle de morale, surtout en politique. En 2015, j'aime toujours rappeler ça, parce que ceux là qui parlent de morale, mais ça m'étonne qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu faire usage de la morale. La morale pouvait guider leur action. Au moment où on avait plus besoin de la morale, on a dit, n'allons pas à cette élection-là, parce que le fichier électoral est corrompu. Les gens se sont dit, ils ont dit oui après, ils sont allés à cette élection. Et la francophonie que nous trouvons, les résultats ne seront pas transparents. Les résultats seront corrompus. Vous imaginez, ça veut dire... Mais on l'accepte. Mais on l'accepte. Ça veut dire, le fichier non fiable. Ça veut dire, les résultats que nous aurons aux élections ne seront pas transparents. Ce sont des résultats corrompus. Mais l'opposition accepte d'aller à ces élections. Ça veut dire, l'opposition est complice de ces résultats. À légitimer oui, le processus. Le processus. Mais aujourd'hui, c'est cette opposition qui parle d'illégitimité. D'illégitimité. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le mot illégitimité dans le vocabulaire français. Il n'y a pas le mot illégitimité. Écoutez, quand les professeurs Olou, comment ils s'appellent, les Tchassona, Traoré, les Goguet, ceux-là qui composent, les Antoine Folie, proposent des choses au pouvoir, moi ça m'étonne. Parce que ce sont eux qui ont légitimé ce pouvoir. Ce sont les Antoine Folie qui ont légitimé ce pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ne voyaient pas de morale à qui? Et en politique, toute erreur est conséquente. Vous commettez une erreur, vous récoltez les résultats. Vous récoltez les résultats. Donc que les gens arrêtent de dire morale, politique. La politique, c'est la politique. La politique, c'est quoi? C'est les intérêts. Non, vous mettez quoi aujourd'hui? Faure Gnassingbé est inattaquable sur le plan juridique. Sur le plan juridique, qui va l'attaquer? Faure Gnassingbé, en réalité, aujourd'hui, si on ne modifie pas la Constitution, il peut faire autant de mandats qu'il veut. Il peut aller en 2020, il peut aller en 2025, il peut aller en 2030, il peut aller en 2035. La Constitution ne limite pas le nombre de mandats. Et sur ce point, on ne peut rien reprocher au président de la République. Donc, on ne trompe pas les gens. Faure Gnassingbé peut se représenter autant de fois qu'il veut à toute élection présidentielle. Parce que rien ne l'y contraint. Donc le débat politique au Togo aujourd'hui n'est pas... Le débat politique n'est pas juridique, mais plutôt politique. Non, le débat... Les gens veulent créer leurs droits, c'est tout. Les gens veulent créer leurs droits. Le droit qui n'existe pas encore. Le droit qui existe dans leur subconscient. Le droit qui existe dans leur esprit. Mais qui n'est pas réel. Sinon, ce qui concerne le droit qui est réel, Faure Gnassingbé, le président de la République du Togo, il peut aller en 2020, il peut aller en 2025, il peut aller en 2030. C'est le droit. Et la communauté internationale le dit. Et reconnaît ce droit-là. Même ces opposants qui aujourd'hui reconnaissent ce droit. Parce que c'est ce droit qui a fait le chef de file de l'opposition. C'est ce droit-là. Donc ils veulent juste qu'on viole les règles de droit pour combattre Faure Gnassingbé, mais que la règle de droit les protège eux. C'est incroyable. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut aller sur le terrain politique et chercher à négocier l'avenir politique de ce pays. Politique égale négociation. Politique égale négociation. En matière de politique, on oublie les intérêts. Vous voulez parler de quelle morale acquis en politique? Vous savez ce qu'on appelle Guantanamo? C'est là où les Américains torturent les prisonniers. Ils sont toujours là. On n'a jamais fait même Guantanamo. C'est ça la morale? Barack Obama avait promis. Barack Obama avait promis. Avait promis. De fermer. Avait promis de fermer. Guantanamo, mais il n'a jamais pu réussir. Mais c'est ça la morale? La politique, c'est le sang. La politique, c'est l'argent. La politique, c'est les intérêts. En matière politique, il arrive des moments où on ne parle plus de morale. Parce qu'on parle de milliards de dollars, on oublie la morale. On oublie la morale. Regardez ce qui s'est passé en Irak avec George Bush. On a inventé, on a concocté des dossiers qui n'existent pas. Soit disant l'Irak possède des armes de destruction massive. Les condoléances, le secrétaire d'État avait accepté cela. On est allé
attaquer l'Irak au nom du mensonge. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que c'est du mensonge, mais aujourd'hui, on sait que mais il y a des dossiers qui sont sortis. Oui, mais où est la morale dans tout ça? On a tué des millions de personnes. Où est la morale? Au nom du mensonge. Où est la morale dans tout ça? Alors que c'est une grande démocratie. Et pourtant, c'est une grande démocratie. C'est là où vous voyez que ceux-là nous, petits Togolais qui avons fréquenté, parlons de morale, moi, des fois, ça me fait rire. Vous savez, l'Afrique a un problème. C'est avec ceux-là, ces enfants qui ont fréquenté. Il faut le dire. Les gens croient que quand on va à l'école, on est intelligent. C'est parce que c'est le débat qui se pose. Les gens croient que tout le monde qui va à l'école est intellectuel. C'est faux. Il y a des gens qui ont leur maîtrise, mais qui ne seront jamais intellectuels. Il y a des gens qui ont leur doctorat, mais qui ne seront jamais intellectuels. L'intellectualité, c'est un esprit. Ça provient de l'intelligence. L'intelligence est spirituelle. Un intelligent, c'est celui qui voit ce que vous ne voyez pas. Et les intelligences sont rares en réalité. Les intelligences sont rares. Un intelligent, ça vient du spirituel. Celui la voit. Vous ne voyez pas. Et Adema était un homme très intelligent. Mais il n'a pas de connaissances. Les connaissances, c'est ce qu'on acquiert. Mais l'intelligence vient du spirituel. Dans les livres. Dans les livres. Mais Adema était très intelligent. Allez demander à Maître Degré, il le dit toujours dans ses interviews, qu'Adema était un homme très intelligent. Parce que quelqu'un qui n'a eu aucun diplôme dans sa vie, mais qui a su diriger un pays si fort, un pays si cruel pendant 38 ans. Et il avait autour de lui des gens qui avaient fréquenté. L'intelligence est là. La connaissance aussi est là. Maintenant, l'intelligence, on adapte la connaissance à l'intelligence dans divers compartiments. C'est ce que Yadema a su faire. Il avait autour de lui des gens qui avaient la connaissance. Maintenant, il a pris son intelligence pour les diriger. Et quand on veut lui donner votre connaissance, il dit non. Il voit un peu dans le spirituel. Il dit non, si on fait ça, si on fait ça. Avec l'intelligence. Avec l'intelligence. C'est ce qu'il a pu réussir pendant 38 ans. J'ai écouté sur le docteur, en partie le docteur Gada, qui était ici, c'est Folie Gada. Folie Gada, docteur, historien politique. Quand il parle, vous savez que c'est un intelligent, c'est un intellectuel qui parle. Les Africains ont fréquenté, et avec leur connaissance, ils tuent l'Afrique. Moi, je vois des gens qui débitent des choses sur WhatsApp. Ils sont loin d'être des intellectuels. Ils sont loin d'être des intelligents. Et les intelligents, ils sont rares. Les intelligents, quand vous voyez les Dem Kodjo, c'est des gens intelligents. Mais le Togo, ce pays a perdu. Parce qu'il y a des gens qui sont revenus de France. Ils croient qu'ils étaient de grands intellectuels, de grands intelligents. Parce que quoi? Ils ont appris les sciences politiques en France. Ils croyaient que quand ils viennent débattent ici, ils vont s'inspirer de ça pour construire le pays. Alors qu'il fallait à l'époque des gens intelligents pour construire ce pays. Les intellectuels, ou ceux qui se disent intellectuels entre guillemets africains, ont détruit plutôt le continent. Qu'ils nous éloignent ou qu'ils oublient ce débat pour qu'on puisse évoluer. Intelligent, droit, tout ça. Les juristes sont des rêveurs. Ce ne sont pas des réalistes. Fimet Ekouabo, peut-être qu'on a besoin de cette intelligence et de dimension spirituelle pour pouvoir donc reprendre le dialogue et dans de bonnes conditions. Fimet Ekouabo, d'après certaines sources proches de Flagstaff et créer certains confrères, Flagstaff House, le président Nana Akufo-Addo serait un peu déçu par la tournure des derniers événements au Togo, notamment l'obsession, décrit certains confrères, du régime de Fagne Gnassingbe d'organiser les élections illico presto. Et toutefois, le pouvoir d'Accra garde toujours espoir et croit, écrit nos confrères, encore en la bonne volonté des protagonistes de voir le Togo sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Il va être déçu. Parce qu'on ne peut pas être face à en train de gérer une situation où les deux protagonistes n'arrivent pas à s'entendre. Ils n'arrivent pas à s'entendre, personne ne veut lâcher. Qui porte la responsabilité de sa déception, l'opposition, le gouvernement? Les deux, parce que c'est les deux partis. Les deux partis sont allés là pour trouver une solution. Mais non, jusqu'à présent, ils n'ont pu trouver aucune solution. On est toujours dans le statu quo. Mais il va être déçu. Et lui aussi, mais il dirige tout un pays. Il dirige un pays de l'Afrique de l'Ouest, donc il n'a pas que ça à faire. Donc si entre vous, vous ne pouvez pas vous entendre pour savoir ce que vous voulez, donc restez chez vous. Quand j'aurai le temps, je reviendrai. Il est un peu déçu. Eh bien, Fimet Ekouabo, s'il faut reprendre le dialogue intertogolais aujourd'hui, sur quelle base pourrait-on mener ce dialogue pour des issues ou une issue favorable? Pour une issue favorable, il faut que chacun mette au centre de ses revendications l'intérêt de ce pays. Qu'on prépare l'avenir de ce pays. Qu'on ne voit pas que les élections. Les élections, ça va passer bientôt. Qu'on ne voit pas que les élections. Qu'on mette un accent particulier sur l'avenir de ce pays.
et que chacun fasse abstraction de son intérêt personnel. Que les gens ne se voient pas trop vite président ou député, soit que les gens oublient ça. Qu'on prépare l'avenir de ce pays. Et puis, sur ce point, moi, je dis, mais il faut que cette classe-là se renouvelle. Parce que ceux-là qui sont là, ils n'ont plus grand-chose à perdre dans cette histoire. Donc, ils sont fatigués. Mais il faut que la jeunesse, que ce soit au niveau de l'UNIR, que ce soit au niveau de l'opposition, se réveille et prenne la classe politique et la dirige. Eh bien, Fimet Teko Agbo, revenons à votre chronique. On en parlait au tout début. Vous écrivez donc le titre de votre chronique est intitulé « Qui peut succéder à Jean-Pierre Fabre au lendemain des législatives de 2018 ?» Pourquoi cette chronique? Vous l'avez expliqué d'abord, pourquoi cette chronique. Maintenant, pourquoi n'avoir pas cité, pourquoi avoir cité que cela? C'est-à-dire, vous avez cité directement Kabwa, Abeyome Kodjo, Jean-Pierre Fabre lui-même et Tikpi Achadam. Pourquoi seulement ces cinq personnalités? Oui, je vais revenir un peu sur 2 ou 3 personnes de ce que j'ai cité. J'ai pas parlé de lui ici. Jean-Pierre Fabre, vous savez, il est en train de fatiguer les gens parce qu'il y a des opposants qui se disent il a pris la tête de l'opposition, mais il n'a plus rien fait. Aujourd'hui, le pouvoir aussi est tout fatigué de lui parce que le pouvoir veut évoluer. Alors que le pouvoir, et lui, le pouvoir cherchait toujours à bloquer l'arrivée d'une 3e force. Donc, il n'a pas aidé l'opposition. Quand vous voyez un peu Tikpi Achadam, vous savez, Tikpi Achadam, il avait quelque chose en tête. Vous savez, quand vous voulez, vous avez l'esprit d'une révolution en tête. Vous avez un esprit révolutionnaire. Et que quand vous n'arrivez pas à réussir ça, attendez voir des réactions. Donc, actuellement, c'est le pouvoir qui va réagir. Et vous voyez un peu dans les démarches du président de la République, ses discours, la fermeté en partie de ses discours et ses démarches. Vous avez vu un temps, le président était à Doha. On a toujours reproché à Tikpi Achadam l'esprit islamiste, il aurait des financements illicites, tout ça. Ces financements-là viennent d'où? Arrêtez. Le fait que le président soit allé à Doha n'est pas l'odeur, n'est pas fortuit. Nous sommes en politique. Le président veut avoir, selon moi, il veut avoir toutes les traces, il veut avoir toutes les informations sur Tikpi Achadam. Donc sur ce point-là, on ne pourrait jamais accepter que lui soit leader de l'opposition. Donc il faut qu'il raye ça de sa tête, ça n'arrivera pas ici au Togo. Bon, je n'ai pas cité Agbouibo parce que Agbouibo, vous savez, Agbouibo a toujours eu 3 députés dans sa zone. Je ne pense pas qu'à l'avenir, qu'il puisse avoir encore les 3 députés. Et à Pévon, à Pévon, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est pragmatique, et je déplore toujours le fait qu'il soit toujours à C14, mais quelqu'un qui est brutal. Donc, un leader de l'opposition doit incarner certaines valeurs. Des fois, vous êtes élégant, mais des fois, vous êtes moins brutal. Mettre à peu près toujours brutal, mais quand le président il est un peu brutal, mais le pouvoir ne peut pas. Il y a tout ça qui joue en politique. Parce que quand vous êtes chef de file de l'opposition, vous représentez le Togo. Hein. Après le président, c'est vous. Donc il y a tout ça, il y a des caractéristiques. Il y a des caractéristiques. Agbouibo, parce que Agbouibo, je reviens sur lui parce que lui, il est déjà vieux, il a déjà pris en 2006, il avait 6 ans, aujourd'hui plus 12, ça fait 78 ans. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un peu fatigué, il s'allie aujourd'hui à la C14 parce qu'aujourd'hui, c'est que s'il ne fait pas ça, peut-être les jeunes vont venir détruire sa maison alors qu'il est déjà un peu âgé, il ne pourrait plus escalader le mur. Donc ça va lui être un peu difficile. Donc c'est pour ça, donc, il ne peut plus faire le jeu. Mais je compte... vous n'avez pas également cité Mme Brigitte Adjamagbo, qui aujourd'hui est donc, la présidente de la délégation même de la CEDEAO. Adjamagbo, vous rêvez? Adjamagbo est chef de file de l'opposition au Togo, dans ce pays. Mais est-ce que être chef de file de l'opposition, c'est à travers les urnes, c'est les urnes qui en décident? Vous savez, les urnes n'occupent peut-être que 10% dans tous les pays au monde. Les élections n'occupent que peut-être 10% dans le choix des candidats. Mais ceux qui choisissent sont ailleurs. Ce sont les intérêts qui choisissent. Ce n'est pas vos populations, ce n'est pas vous. Les élections ont leur place, mais elles n'occupent que 10%. Donc les intérêts vont choisir mettre Mme Adjamagbo comme chef de file de l'opposition dans ce pays. Le pouvoir va accepter avoir Mme Adjamagbo comme chef de file de l'opposition. Mme Adjamagbo, je sais qu'elle se bat beaucoup pour être députée, elle fait beaucoup d'efforts, mais je ne la vois pas députée. Parce que dans sa zone, elle va être coincée. Peut-être elle sera ministre, mais pas députée, monsieur. Eh bien, Fimet Teko Agbo, quels doivent peut-être être les caractères principaux dans lesquels doivent se mouler, par exemple, un chef de file de l'opposition? Un chef de file de l'opposition doit être un politicien. C'est le premier caractère. Un politicien. Un politicien. Et non un activiste. Un activiste.
C'est ce que nous avons toujours connu. Avoir de la modération. Avoir de la modération. Un politicien qui sait faire des alliances, qui sait jouer le jeu politique. Un chef de file de politique doit être politicien. Ce n'est pas un activiste, ce n'est pas un blagueur. Un politicien. Un chef de file de politique doit être un rassembleur. Un chef de file de politique doit être soucieux de l'intérêt général. Un chef de file de politique doit savoir quand composer avec le pouvoir, quand se départir du jeu du pouvoir. Un chef de file de position doit avoir de la modération, doit savoir parler à ses compères. C'est ça un chef de file de position. Mais nous n'avons pas encore ce chef de file de position au Togo. Eh bien, Firmin Teko Agbo, on continue toujours avec vous. Maintenant, nous allons, dans les 7 dernières lignes du débat, revenir sur François Hollande et son livre intitulé « Les leçons du pouvoir ». Firmin Teko Agbo, nous sommes en mars 2016. François Hollande a enterré la révision constitutionnelle qu'il avait lui-même initiée après les attentats de novembre et qui s'est abîmé sur la déchéance de nationalité. Il disait à l'époque, j'ai décidé, après m'être entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de clore le débat constitutionnel. Firmin Teko Agbo, mais à lire aujourd'hui les leçons du pouvoir de cet ancien président français, on note qu'il avait vraiment à cœur un certain nombre de réformes à apporter à la Constitution française. Vous avez le problème avec la Constitution de 1958. Je vais en parler parce que les gens parlent des fondamentaux de la Constitution de 92. Oui, nous en parlons parce que le débat peut inspirer un peu le débat politique. Parce que c'est ce que les Togolais veulent encore le régime semi-présidentiel comme à la française. Alors que les Français eux-mêmes veulent sortir de ça. Parce que quand vous lisez la page 26 de François Hollande, la page 26 dit « Faut-il définitivement présidentialiser la 5e République ?» C'est la logique du quinquennat et de l'inversion du calendrier électoral. Il dit « Comment comprendre que le véritable chef de l'exécutif ne puisse s'adresser à elle, sauf circonstances exceptionnelles? Il n'est plus possible de rester au milieu du quai. Ce n'est ni favorable aux droits du Parlement, ni efficace pour la bonne marche de l'exécutif. C'est une source de confusion pour les citoyens sans présenter le moindre avantage pour l'action. S'il y a une révision constitutionnelle à mener, c'est celle-là. » Maintenant, il dit encore quelque chose plus haut, mais je vais revenir. Vous savez, la Constitution de 1958 a deux problèmes. Le premier problème, c'est ce que Sarkozy a essayé de résoudre avec l'article 49, alinéa 3, en 2008, en mettant en place un comité où il y avait les anciens premiers ministres, les universitaires et les juristes. La Constitution de 1958, c'était quoi? Ça donnait un certain pouvoir au Parlement face à l'exécutif qui était en face. Ça veut dire, vous pouvez être chef de gouvernement ou un gouvernement, vous pouvez être majorité à l'Assemblée nationale, vous envoyez un projet de loi à l'Assemblée nationale, vous pouvez avoir une majorité, mais la majorité peut bloquer. La majorité peut dire on ne vote pas et vous n'avez plus rien à faire. Donc maintenant, ça bloque le pays. Quand Sarkozy arrive, Sarkozy a dit non, il faut réviser cet aspect-là, il faut rendre le Parlement moins puissant. Et c'est là où on a ajouté l'alinéa 3, l'article 49, alinéa 3. Maintenant, qui autorise le gouvernement? Si son projet est bloqué à l'Assemblée nationale, le gouvernement peut faire du forcing et adopter le projet. C'est ce qui s'est passé avec la loi Macron. Les socialistes, François Hollande, étaient majoritaires à l'Assemblée nationale, mais les 7 députés ont dit on ne veut pas voter de cette loi-là. François Hollande, Manuel Valls, a fait du forcing et on a voté la loi Macron. C'est avec la révision de Sarkozy. Mais l'autre problème, ça s'inspire même de la nature du régime semi-présidentiel. Et ce sont les articles 20 et 21 qui posent ce problème-là. L'article 20 dit, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est grave, dans la mesure où, suivez, dans la mesure où vous êtes le président de la République, c'est vous qui êtes allé devant les électeurs. C'est ça. Et maintenant, vous nommez un premier ministre, on vous dit le premier ministre n'a rien à voir avec votre politique. Lui, il vient et détermine et conduit la politique de la nation. Il y a une compatibilité. Il y a une compatibilité. De vision d'ailleurs. De vision, une compatibilité de vision. Or, si vous voulez laisser le Premier ministre gérer le gouvernement comme il l'entend, le Premier ministre va être populaire et après on va vous dire, vous êtes bas dans les sondages, le président ne fait rien. C'est ce qui s'est passé avec François Hollande et Manuel Valls. Manuel Valls, quand il est arrivé à Matignon, il s'est vite vu président de la République et il a fait faux après. C'est le danger aussi, c'est ce qu'a vécu François Mitterrand face à Jacques Chirac en 1986. Mitterrand a été élu en 81.
En 86, il y avait les législatives. Chirac, qui était de la droite, gagne les législatives. On a été obligé de le nommer Premier ministre. Difficile cohabitation. Difficile cohabitation. Donc pendant ces 2 ans, Chirac a déterminé à conduire la politique de la nation. Mitterrand est devenu impopulaire. Alors qu'il y avait aussi les élections de 1988. Qu'est-ce que Mitterrand a dû faire? Mitterrand il a pris un bout de papier, il a expliqué à tous les Français ce pourquoi il n'est pas aidé à réussir à tous ces projets-là. Et on a fait photocopier ça, on a envoyé à toutes les familles françaises. Donc vous voyez, quand vous voyez le manuscrit d'un président, vous êtes séduit. C'est émouvant. C'est émouvant. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui a fait qu'il a été réélu en 88. Le même problème s'est reposé en 1993 avec Edouard Balladur. Edouard Balladur que personne ne connaissait presque, c'était toujours Chirac. On nomme Edouard Balladur de la droite comme Premier ministre. On le laisse déterminer de conduire la politique de la nation. Et en 1 an, en 6 mois, Edouard Balladur est devenu populaire. Le 6 est vite vu président de la République. Et en 1995, il est allé aux élections. Donc, Mitterrand a beaucoup souffert. Vous voyez, c'est le régime semi-présidentiel. Et ça embête beaucoup les chefs d'État. Et soit on laisse le Premier ministre diriger la politique comme il entend, et le président est noyé politiquement, soit le président se dit, on veut un Premier ministre mouton, il accomplit ce que je veux. On va dire non, le président là, il a la même sur le Premier ministre. Donc, alors que le régime semi-présidentiel, c'est quoi? Je vais le définir. C'est très simple. C'est un régime dans lequel les pouvoirs sont partagés entre le président de la République et le Premier ministre. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? La plupart des pays qui ont fait l'expérience du régime semi-présidentiel sont en train de le regretter. Parce que du moment où c'est bicéphale, c'est-à-dire c'est des 2 têtes, le président de la République et le Premier ministre, ça embête toujours. Il y a toujours conflit, c'est un conflit institutionnel. Les gens veulent évoluer. Or, quand vous voyez, le régime, pas de problème. Le régime parlementaire, c'est quoi? C'est un régime dans lequel la direction des affaires publiques appartient au président de la République, chef de l'État, par l'intermédiaire du cabinet seul responsable. Ça veut dire quoi? Qu'il y a collaboration entre le Parlement et l'exécutif. Et à ce niveau, le président ou le chef de l'État, il n'a qu'un rôle symbolique. Le vrai chef de l'exécutif, c'est le Premier ministre. Comme en Angleterre. Comme en Angleterre. Et le Premier ministre, il peut être Premier ministre autant de fois qu'il veut. Puis ce sont les élections législatives. S'ils sont partis, le désigne toujours chef, il peut aller jusqu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, comme Angela Merkel. Et la plupart sont en train des pays sont en train de choisir, d'opter pour le régime parlementaire. Parce que quand vous voyez l'Espagne a adopté le régime parlementaire depuis 1975. Et dans l'article 1 même de la Constitution espagnole, on dit l'Espagne est une monarchie parlementaire. Il y a le roi là-bas et le Premier ministre dirige tout. Quand vous voyez le Luxembourg, il y a le roi et il y a le Premier ministre qui dirige tout. Quand vous voyez l'Angleterre, il y a la reine et il y a le Premier ministre qui dirige tout. Quand vous voyez l'Allemagne, il y a le président, mais le président, c'est Steinmeier. Personne ne le connaît, mais c'est la chancelière qui dirige. Quand vous voyez l'Italie, il y a un président de la République, mais c'est un régime parlementaire et c'est le Premier ministre qui dirige tout. Et parfois, il est difficile de connaître même le nom de ces présidents. Il est même difficile de connaître le nom de ces présidents parce que les Occidentaux ne veulent plutôt créer de problèmes institutionnels entre le président de la République et le président et le Premier ministre. Alors, qu'est-ce qu'il faut proposer aujourd'hui? Est-ce qu'il faut opter pour le régime parlementaire? Ce que au Togo, les gens... Ceux-là qui avaient été appelés à rédiger la Constitution de 1992... Justement, ma question pour résumer, en quoi ce dysfonctionnement constitutionnel qu'on constate au niveau des régimes semi-présidentiels peut inspirer le constitutionnaliste les réformes au Togo? Oui, ça peut inspirer. Il faut connaître la nature de l'être humain. Les Français sont en train de démontrer qu'en réalité, avec les réalités modernes, avec le 21e siècle... Les gens ne veulent plus trop de chefs. On ne peut pas être au gouvernement et avoir 2 chefs. C'est ça le problème. Vous avez comme chef président de la République et vous avez comme chef Premier ministre. La nature de l'être humain. Au Togo, on a trop la culture de chef. Si quelqu'un veut être chef, donnez-lui. Et c'est pour cela que les gens avaient proposé le régime parlementaire. Et ils se disent, comme il y a des mains, il est maître puissant, il faut que vous lui donniez sa place de chef. Il est le président de la République, mais le Premier ministre va être puissant. Il est dans son coin. Et il y a des moments, vous pouvez tout lui prendre, mais laissez-lui son fauteuil présidentiel. L'autre aspect, c'est le régime présidentiel. Dans le régime présidentiel, on parle de quoi? Séparation stricte des pouvoirs.
Le président de la République, il est le chef de l'exécutif. L'exécutif est monocéphale. Le président de la République, il est le seul qui décide de son gouvernement. Il n'a pas de compte à rendre au Parlement, même si dans les restrictions, il y a de petits soucis de collaboration. Le président de la République n'a pas de compte à rendre au Parlement. Le président de la République n'a pas de compte à rendre à la justice. Le président de la République, il est le tout-puissant. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que la question que les Français se posent aujourd'hui, est-ce qu'il faut aujourd'hui opter pour le régime parlementaire classique ou il faut opter pour le régime présidentiel simple? Cela devrait inspirer les Togolais pour qu'ils sachent quelles réformes faire parce que le monde est en train d'évoluer. Les gens se disent oh, il faut retourner aux fondamentaux de 1992 alors que le monde évolue. Est-ce que si nous retournons aujourd'hui aux fondamentaux, cela faciliterait... Cela faciliterait parce que la constitution actuelle qui est là aujourd'hui, et Eyadema a été très embêté par le gouvernement déterminé contre la politique de la nation. Et c'est pour cela que quand vous lisez l'article 77 de la constitution togolaise modifiée, on dit sous l'autorité du président de la République, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et alors, donc ça veut dire le régime semi-présidentiel a perdu de sa nature. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut poser, moi si vous me posez la question, ce qu'il faut proposer, moi je proposerais qu'on aille plutôt au régime présidentiel simple. Parce que les Français veulent sortir du régime semi-présidentiel. Ça a toujours embêté et ça continuera d'embêter. Donc, il faut aujourd'hui opter pour le régime présidentiel. Regardez ici, Yahi Boni a voulu faire l'expérience du Premier ministre, mais ça l'a toujours embêté. Donc aujourd'hui, il faut opter pour le régime présidentiel où il y a séparation stricte des pouvoirs. Le président est dans son coin, il est tout puissant et personne ne va le déranger. Le Congrès ne va pas le déranger, la justice ne va pas le déranger. Il est dans son coin là. Tous les pouvoirs sont indépendants en réalité. Et quand son mandat finit, le peuple décidera sa confiance ou pas. Ou pas. Regardez ce qui se passe avec le Premier ministre Kassou. Le Premier ministre Kassou, avec cette constitution, il n'existe pas. Quoi qu'on puisse dire, le régime togolais, c'est un régime présidentialiste. Parce que le président est tout puissant. Maintenant, ceux-là qui veulent, pour conclure cette partie, monsieur, ceux-là qui veulent qu'on modifie la constitution, il faut qu'ils, selon les fondamentaux de 1992, il faut qu'ils y réfléchissent. Parce qu'à l'avenir, ça va toujours poser problème. C'est la génération WhatsApp qui est en train de naître. C'est la génération tête baissée. Ce qu'il faut faire, moi je souhaiterais, est qu'il faut mettre en place une constituante pour réfléchir sur une nouvelle constitution. Il faut réfléchir sur une nouvelle constitution. S'il faut adopter le régime parlementaire ou le régime présidentiel, mandat de 4 ans ou mandat. En termes de milliards, référendum pour la mise en place d'une constitution qui va réfléchir sur une nouvelle constitution. Eh bien, Fimet Teko Agbo, demain c'est le 11. Aujourd'hui c'est le 11. Aujourd'hui c'est le 11. Aujourd'hui c'est le 11. Ah, mais aujourd'hui c'est le 11 plus tard. D'un homme ne se mesure pas à la richesse qu'il acquiert, mais à son intégrité, à sa capacité à affecter positivement les gens autour de lui. On parle de Bob Marley. Et c'est l'intelligence, ça, c'est l'intelligence dont on parle. Quand vous êtes intelligent, vous avez des gens autour de vous, vous parlez peu. C'est du spirituel en réalité. Les Bob Marley, c'était des gens spirituels. Quand vous écoutez toutes leurs chansons, vous voyez qu'ils avaient quelque chose. Ils avaient un esprit. L'intelligence, ça se fait voir quand vous êtes même très jeune. Et un intelligent ne parle pas et tout ce qu'il dit est très beau à entendre. Merci à vous, Fimet Teko Agbo, d'avoir accepté de décrypter les grands sujets de l'actualité sociopolitique du Togo avec nous. Et bien sûr, on a parlé également de la France. Merci de toujours collaborer avec notre rédaction. Je pense que merci aussi parce que je le dirais toujours, c'est un grand honneur quand vous mobilisez comme ça pour me recevoir. Je vois tout le travail que vous abattez avec votre chef de programme qui s'appelle à l'antenne, avec votre technicien, le meilleur, Rapide Degoué, avec toute votre délégation. Merci. Mais à tous ceux qui nous écoutent, je sais que des gens m'ont critiqué, mais tout ce que nous disons, c'est l'intérêt général. Le pays-là ne doit pas sombrer. Ce pays-là doit évoluer. Et nous prions tous les jours pour que ce pays-là évolue, prospère. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur la 427.1. Merci donc à Rapide Degoué pour l'assistance technique. Au micro, Eli Klingoka, donc à nous, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce.